Je vais réaliser une série d'exercices numéro 4, partie système nerveux et toujours la partie raisonnement scientifique. On va commencer par l'exercice 1. On détruit fraîchement l'encéphale d'une grenouille et on réalise une expérience en deux phases. La première phase, l'extrémité de la patte gauche de l'animal est plongée dans une solution A, puis dans une solution B. La deuxième phase, après 2 heures, on plonge l'extrémité de la même patte, c'est-à-dire de cette même grenouille, dans la solution B, puis dans la solution A. Les résultats de l'expérience sont consignés dans les tableaux suivants. Première phase, l'extrémité de la patte gauche, la solution utilisée, la solution A, la réaction d'animal, aucune réaction. Après, lorsqu'on a trempé la même patte dans la solution B, toujours pas de réaction. Après 2 heures, c'est-à-dire dans la deuxième phase, l'extrémité de la même patte gauche est introduite dans la solution B. Cette fois-ci, il y a un retrait de la patte gauche. Après, lorsqu'on a trempé cette patte dans la solution A, aucune réaction. Donc, à partir des données du tableau, on voit déjà que la solution A, il n'a donné aucune réaction, mais la solution B, il a donné une réaction de la part de l'animal. On passe aux questions. La question numéro 1, déterminez la nature du mouvement observé au cours de la deuxième phase de l'expérience et justifiez votre réponse. La deuxième phase, c'est-à-dire après 2 heures. Et il ne faut pas oublier que la grenouille, elle est décérébrée. Déduire par la suite les différents organes intervenant dans ce mouvement et préciser leur rôle. Et la troisième question, préciser la nature de la solution A et quel est son rôle. La quatrième question, l'effet de la solution A est-il définitif? Et justifiez votre réponse. Et cinquièmement, déduire le rôle de la solution B et donner sa nature. Voilà, on commence par la question numéro 1. Déterminer la nature du mouvement observé au cours de la deuxième phase de l'expérience en justifiant votre réponse. Comme je viens de le dire, la grenouille, elle est décérébrée. Donc, après stimulation par la solution B, il y a une réaction de la part de l'animal après 2 heures. Donc là, il s'agit bien sûr d'un réflexe médulaire, bien un réflexe spinal ou bien de flexion. Donc voilà la réponse, il s'agit d'un réflexe médulaire spinal car on a réalisé l'expérience sur une grenouille décérébrée, sans encéphale, mais la grenouille, il garde toujours sa moelle épinière. La question 2, déduire par la suite les différents organes intervenant dans ce mouvement réflexe et préciser leur rôle. On va commencer tout d'abord par les récepteurs sensoriels de la peau, car on a excité la peau de la patte gauche. Son rôle, bien le rôle de ces récepteurs, c'est là où naît l'influx nerveux sensitif, suite bien sûr à un stimulus, et le stimulus-là, c'est la solution B. Après, l'influx nerveux sensitif, il va être conduit par les fibres nerveuses sensitives du nerf, bien sûr, sciatique, car là, on a excité l'extrémité de la patte et le nerf sciatique, on le trouve au niveau de la patte. Par la suite, l'influx nerveux, il va passer vers le centre réflexe, et là, c'est la moelle épinière qui traduit l'influx nerveux sensitif en influx nerveux moteur. Et par la suite, l'influx nerveux moteur, il va prendre un sens centrifuge, et cette fois-ci par les fibres nerveuses motrices qui vont conduire cet influx nerveux toujours vers un sens efférent, et bien sûr directement vers les muscles de la patte gauche. Ce sont les organes effecteurs qui vont effectuer ce mouvement réflexe ou bien ce mouvement flexion. La question 3, préciser la nature de la solution A et quel est son rôle. On sait que après qu'on a introduit l'extrémité de la patte de l'animal dans la première phase, dans la solution A, il n'y a pas de réaction. Et dans la deuxième phase, après la stimulation par la solution B, on a introduit la même patte dans la solution A, pas de réaction. Donc la solution A, bien sûr, c'est un anesthésiant. Et son rôle est de bloquer la naissance de l'influx nerveux au niveau
l'influx nerveux bien sûr sensitif au niveau des récepteurs sensitifs au niveau de la peau. La quatrième question, l'effet de la solution A est-il définitif? Justifiez votre réponse, bien sûr que non, parce que son effet, c'est-à-dire cette anesthésion, ou bien cette solution A, n'est pas définitive, car après 2 heures, lorsqu'on a stimulé l'extrémité de la patte avec la solution B, il y a une réaction de la part de l'animal, c'est-à-dire que l'anesthésion, son effet n'est pas définitif. Et la question 5, déduire le rôle de la solution B et donner sa nature. Après simulation par la solution B, après 2 heures, la grenouille, il a retiré l'extrémité, il a retiré la patte gauche. Donc, il s'agit d'une solution acide, bien sûr. C'est une solution chimique de nature acide. Et il ne faut pas oublier qu'il y a 4 types de simulation ou bien d'excitation, à savoir une excitation mécanique, par exemple, on va stimuler par une aiguille, stimulation chimique, par exemple, l'acide, stimulation thermique, par exemple, une bougie, et stimulation, donc j'ai dit électrique, mécanique, chimique et thermique par une bougie. On passe à l'exercice 2. 3 élèves d'une association souffrent de problèmes visuels. Ryan, Adam et Lina sont aveugles. Après un examen clinique, l'ophtalmologue remarque que Ryan a les yeux normaux, mais présente une atrophie des nerfs optiques. Adam présente une lésion au niveau de la substance grise du lobe occipital du cerveau. Lina présente une opacification de la conjonctive et de la cornée des yeux. Donc, je répète, pour Ryan, a les yeux normaux, c'est-à-dire ils sont sains, mais présentent une atrophie, c'est-à-dire les nerfs ils sont rétrécis au niveau des nerfs optiques. Adam présente une lésion, c'est-à-dire une destruction au niveau de la substance grise du lobe occipital du cerveau. On sait que au niveau du lobe occipital, c'est là où il y a l'air visuel. Et la substance grise, il renferme les corps cellulaires des neurones situés au niveau de cette zone-là, c'est-à-dire l'air visuel. Lina présente une opacification de la conjonctive et de la cornée des yeux. Opacification, c'est-à-dire un corps opaque, c'est-à-dire il ne laisse pas passer la lumière, il n'est pas transparent. Et on va passer à la question, vous basant sur les 3 types de cécité, citez les éléments indispensables à la vision. Donc, Ryan a les yeux normaux, mais présente une atrophie des nerfs optiques. Voilà le premier élément, les nerfs optiques, ils sont indispensables, bien sûr, à la transmission de l'influx nerveux visuel. Adam présente une lésion au niveau de la substance grise du lobe occipital. Au niveau du lobe occipital, on trouve l'air visuel et c'est là où l'influx nerveux visuel va être traité et interprété. Et Lina présente une opacification de la conjonctive et de la cornée, c'est-à-dire les éléments transparents de l'œil qui vont laisser passer la lumière. Et là, on a 3 éléments intervenants, à savoir le nerf optique, l'air visuel et bien sûr l'œil avec les différents éléments. À titre d'exemple, la cornée, la conjonctive, le cristallin, l'humeur aqueuse, l'humeur vitrée et par la suite, on a la rétine, cette membrane qui est très sensible et qui renferme les récepteurs sensoriels de l'œil, c'est-à-dire les cônes et les bâtonnets. Et voilà la réponse. Donc, l'atrophie des nerfs optiques pour Ryan, voilà l'œil, les deux lobes oculaires avec les 2 nerfs optiques. Une atrophie au niveau des 2 nerfs optiques. Et l'atrophie des nerfs optiques, il correspond à une dégénérescence bilatérale des nerfs optiques qui peut par la suite induire une perte de la vue, c'est-à-dire la cécité. Voilà le premier problème pour Ryan. On passe cette fois-ci pour Adam. Il présente une lésion au niveau de la substance grise. Voilà la lésion au niveau du lobe
occipital, c'est là où se trouve l'aire visuelle. Là, il y a une lésion au niveau de la partie droite. Donc, une lésion à la suite, par exemple, d'un accident vasculaire cérébral situé dans le cortex occipital peut entraîner une cécité au niveau du champ visuel du côté opposé de la lésion. D'accord? Et on passe pour l'INA. L'INA est présente d'une opacification. Voilà, cette partie-là, elle est opaque, laisse pas passer la lumière. C'est comme du givre sur un vitre qui empêche le passage de la lumière vers le fond de l'œil, c'est-à-dire vers la rétine. Et par la suite, l'acuité visuelle, elle est très réduite, qui va conduire même vers une cécité. La conjonctivite, on peut trouver ou bien on peut rencontrer une inflammation au niveau de la conjonctive, cette membrane transparente qui tapisse la face interne des paupières et la surface de l'œil. Et ces éléments-là sont indispensables, bien sûr, pour la vision. Voilà, l'œil, c'est là où on trouve les récepteurs sensoriels et les différents éléments transparents de l'œil. Et c'est un organe qui est indispensable pour la vision. L'aire visuelle, bien sûr, c'est là où les messages nerveux visuels vont être traités et interprétés. Et le nerf optique, c'est le conduit, c'est le conducteur sensoriel qui va conduire l'influx nerveux visuel vers l'aire visuelle. Voilà pour l'exercice 2. Et on passe à un autre exercice. À la suite d'un accident, Nassim a eu la cuisse gauche profondément tranchée. À l'hôpital, le médecin apprend par la suite que son nerf sciatique est coupé partiellement. Il faut lire attentivement l'énoncé. Après guérison de la plaie, la jambe est incapable de bouger. Cependant, lorsqu'on pince les orteils, c'est-à-dire les doigts des pieds, Nassim ressent une douleur. Voilà pour l'énoncé. La question 1, expliquez pourquoi la jambe est sensible aux excitations mais incapable de mouvement. 2, comment peut-on qualifier le nerf sciatique? 3, déduire les organes qui interviennent dans le mouvement involontaire. 4, faites le schéma annoté de l'arc réflexe de la jambe du malade et indiquez par un trait oblique l'interruption de l'influx nerveux sur l'une des racines. Voilà, on commence par la première question. Expliquez pourquoi la jambe est sensible aux excitations mais incapable de mouvement. Bien sûr, le nerf sciatique est sectionné partiellement. C'est pour cette raison que la sensibilité est toujours présente. Ils sont toujours les douleurs, mais la mobilité, elle est perdue. Nassim, il a perdu la mobilité de sa jambe. C'est pour cette raison que la jambe, elle est sensible aux excitations, mais incapable de mouvement. Pourquoi? Parce que le nerf, elle est sectionné juste partiellement. Comment peut-on qualifier le nerf sciatique? Donc, le nerf sciatique, on sait que c'est un nerf mixte, double. Il renferme à la fois les fibres nerveuses sensitives et les fibres nerveuses motrices. La question 3, déduire les organes intervenant dans ce mouvement involontaire, ce mouvement réflexe, à savoir les récepteurs sensoriels au niveau des organes de sens, comme par exemple la peau, les fibres nerveuses sensitives de la racine dorsale du nerf rachidien, bien la racine postérieure, le centre réflexe, c'est la moelle épinière, c'est là où se traduit l'influx nerveux sensitif ou l'influx nerveux moteur. Par la suite, l'influx nerveux moteur, il va passer à travers les fibres nerveuses motrices de la racine ventrale ou bien antérieure vers les effecteurs moteurs. Et là, on parle des muscles. Et voilà le trajet de l'influx nerveux ou bien l'arc réflexe depuis le récepteur à travers le nerf rachidien, puis voilà le ganglion spinal qui nous permet de distinguer entre la racine dorsale ou bien postérieure et la racine ventrale. Et le nerf sensitif va passer vers voilà la substance grise de la moelle épinière. C'est là où on va trouver le neurone d'association qui va traduire l'influx nerveux sensitif ou l'influx nerveux moteur. Et cet influx nerveux moteur qui va naître au niveau de ce neurone moteur
puis qui va passer vers l'organe effecteur à travers, bien sûr, la racine ventrale ou bien antérieure vers l'organe effecteur. Juste là, c'est là où la partie sectionnée, on va trouver le problème là pour Nassim. Là, c'est là où l'influx nerveux va être interrompu. Parce que là, Nassim, il ressent toujours les douleurs, mais il n'arrive pas à bouger sa jambe. Donc là, on va trouver une section au niveau de cette zone-là, au niveau de la racine ventrale. C'est là où le message nerveux moteur va passer vers l'organe effecteur. Mais Nassim n'arrive pas à bouger quand même sa jambe, c'est-à-dire c'est là où on va trouver le problème ou bien la lésion dans cette zone-là. Voilà, on passe à l'exercice 4. Nous recevons de notre environnement un certain nombre de simulations, bien des informations. Les textes suivants en indiquent certaines. Lina regarde fixement la balle de tennis qui arrive sur elle et la frappe avec sa raquette. Un ballon arrive sur la chaussée. Farid freine brutalement sur son vélo pour l'éviter. Samy goûte du jus de citron et fait la grimace. Le bruit strident de l'alarme oblige Fahd à se boucher les oreilles. Au moment du repas, attiré par l'odeur du curry poulet, Ali va dans la cuisine pour se mettre à table. Nadia touche par mégarde un objet brûlant. Elle retire rapidement sa main. Voilà. Pour la première phrase, Lina regarde fixement la balle de tennis qui arrive sur elle. Elle la frappe avec sa raquette. Là, on a deux types d'activités nerveuses. La première activité nerveuse, c'est une activité visuelle, c'est une sensibilité consciente. Et la deuxième, Lina, il va frapper la raquette. C'est un mouvement volontaire. La deuxième phrase, un ballon arrive sur la chaussée, toujours une activité visuelle, une sensibilité consciente. Farid freine brutalement, là on voit brutalement, sur son vélo pour éviter, par exemple, un danger. Donc là, c'est un mouvement involontaire. La troisième phrase, Samy goûte du jus de citron et fait la grimace. Donc le jus de citron a par la suite, il a donné un mouvement, bien, il a engendré un mouvement involontaire. Et là, Samy, il a réalisé une grimace. C'est un mouvement involontaire. Mais bien sûr, après dégustation d'un jus qui est d'une saveur qui est citronnée, bien acide. Le bruit strident de l'alarme oblige Fahd à se boucher les oreilles. Le bruit strident de l'alarme. Donc, là, une sensibilité conscience, il s'agit de l'ouïe. L'alarme va obliger Fahd à se boucher les oreilles. Donc, un mouvement volontaire, bien sûr. Mais des fois, on peut quand même faire un mouvement involontaire s'il s'agit, bien sûr, d'un bruit qui est très, très fort. On peut directement en faire un mouvement involontaire. Au moment du repas, attiré par l'odeur du curry poulet, donc attiré par l'odeur, une sensibilité consciente, c'est l'odorat, Ali va dans la cuisine pour se mettre à table. Un mouvement volontaire, une activité motrice volontaire. Nadia touche par mégarde un objet brûlant. Le toucher, une sensibilité consciente. Mais ce stimulus-là, l'objet brûlant, par la suite, a conduit à un mouvement involontaire. Elle retire rapidement sa main. C'est un réflexe de flexion. Voilà, en utilisant ces textes, remplissez le tableau suivant et donnez-lui un titre. Donc, le titre, bien sûr, c'est les différentes activités nerveuses réalisées par différentes personnes. Pour Lina, Farid, Samy, Fahd, Ali et Nadia, on va voir les réponses. Voilà. Donc, Lina, le type de stimulation, bien sûr, c'est la lumière. L'organe qui reçoit la stimulation, c'est l'œil. Réponse de l'organisme, c'est un mouvement volontaire.
car il va tirer sa raquette. Et bien sûr, les organes effecteurs, ce sont les muscles. Pour Farid, la lumière toujours. L'organe qui perçoit la stimulation, c'est l'œil, mais cette fois-ci, Farid, il a freiné. C'est un réflexe de flexion. Et toujours, les muscles sont les organes effecteurs. Samy, il a dégusté un jus citronné. Bien sûr, l'organe qui perçoit la stimulation, c'est la langue. Et la langue qui renferme, bien sûr, les papilles gustatives. Et il a fait de la grimace. Donc, c'est un mouvement involontaire. Et bien sûr, les muscles des joues. Fahd, il a écouté, là, c'est le type de stimulation, c'est l'alarme. L'organe qui perçoit la stimulation, c'est les oreilles, qui renferment les récepteurs sensoriels, les cellules ciliées. C'est un mouvement volontaire. Il a bouché les oreilles et toujours, il a réalisé ce mouvement volontaire avec les muscles. Ali, attiré par l'odeur du curry poulet, l'organe, c'est le nez, toujours mouvement volontaire, il va se mettre à table grâce à ses muscles. Nadia, elle a touché un objet brûlant avec la peau, l'organe qui perçoit la stimulation. La réponse de l'organisme, il a retiré sa main. Donc, c'est un réflexe de flexion et bien sûr, toujours les muscles, les organes effecteurs. Voilà pour l'exercice 4. On passe à l'exercice 5 pour étudier l'activité des systèmes nerveux et musculaires. Donc là, on a les deux, système nerveux et système musculaire. Nous proposons les données expérimentales suivantes pour un mammifère. Voilà la première donnée. Après avoir détecté les deux hémisphères cérébraux de l'animal qui étaient auparavant exposés à une légère anesthésie, les ondes du cortex exposé ont été soumises à des stimulus électriques d'intensité appropriée et fixe. Document 1 montre l'emplacement de ces zones, tandis que le tableau du document 2 représente les résultats obtenus. Donc voilà, document 1 et document 2. Et bien sûr, avec les questions. La zone numéro 1, excitation de cette zone, résultat mouvement du membre antérieur droit uniquement. Là, la zone située dans la partie gauche, l'hémisphère cérébral gauche. Excitation de la zone 2. Il a engendré un mouvement du membre postérieur droit uniquement. Pourquoi? Parce que là, l'excitation au niveau, ou bien dans la partie gauche. 3. Excitation de la zone 3. La zone 3, elle est située dans l'autre partie, c'est-à-dire la partie, ou bien l'hémisphère cérébral droit. Voilà. Comme résultat, mouvement du membre postérieur gauche uniquement. Quel est le résultat de la destruction de la zone 1? Que pouvez-vous conclure des résultats des expériences 2 et 3? Que constitue l'ensemble des zones excitées au niveau du cortex cérébral? On va commencer par la première question. Avant ça, on va passer aux deuxième donnée de l'exercice 5. Le graphique du document 3 montre un changement dans la longueur d'une fibre musculaire isolée lorsqu'elle est soumise à deux excitations électriques efficaces, dans le cas normal et en présence d'une substance toxique appelée BTX, batrachotoxine. Deuxième donnée, après avoir détecté les deux hémisphères cérébraux de l'animal qui étaient auparavant exposés à une légère anesthésie, les zones du cortex exposé ont été soumises à des stimulus électriques d'intensité appropriée et fixe. Le document 1 montre l'emplacement de ces zones, tandis que le tableau du document 2 représente les résultats obtenus. Et voilà le tableau. Voilà les résultats. Excitation. La courbe, il représente cette fibre sans substance BTX, alors que cette courbe-là, elle représente les résultats en présence de substance BTX. Les questions. Question 4. Dans le cas normal, sans substance BTX, que pouvez-vous conclure des résultats des expériences 2 et 3? Comment expliquez-vous les changements observés dans la longueur de la fibre musculaire?
Précisez les propriétés de la fibre musculaire révélées par cette expérience. Et pour la 5e question, en cas de substance toxique BTX, décrire la longueur de la fibre musculaire après chaque excitation et déduire l'effet de la substance toxique sur la contraction de la fibre musculaire. Et on va commencer par les données A. Donc, la question 1, quel est le résultat de la destruction de la zone 1? Donc, la zone 1, comme on vient de voir, elle est située dans l'hémisphère cérébral gauche. Donc, si elle est endommagée, bien sûr, on va voir par la suite une paralysie du membre antérieur droit. Que concluez-vous des résultats des expériences 2 et 3? Bien sûr, la zone 2, il commande le mouvement du membre postérieur droit parce que la zone 2, il est située dans la partie, bien dans l'hémisphère cérébral gauche, alors que la zone 3, située dans l'hémisphère cérébral droit, il commande le mouvement du membre postérieur gauche. Voilà. Et la question 3, que constitue l'ensemble des zones excitées au niveau du cortex cérébral? Donc, puisque l'excitation va donner un mouvement, donc, et ces zones ils sont situées en avant du sillon de Rolando, et bien sûr, il s'agit de l'aire motrice, et ces zones excitées représentent les différentes parties de l'aire motrice, ou bien l'aire de la motricité générale. On passe à la question 4. Dans le cas normal, sans substance BTX, que pouvez-vous conclure des résultats des expériences 2 et 3? Donc, après chaque excitation, la longueur du muscle diminue, il diminue de 6 cm, et la fibre elle se rétrécit, car on l'a excitée, c'est-à-dire la fibre, elle est contractée, d'accord? Donc, il a reçu une stimulation électrique par la suite, et là, elle est contractée. Là, on parle de l'excitabilité et la contractibilité d'un muscle ou bien d'une fibre musculaire. Comment expliquez-vous les changements observés dans la longueur de la fibre musculaire? Donc, les fibres musculaires se contractent à la suite d'une excitation, bien sûr, efficace, c'est-à-dire qui est égale ou bien supérieure au seuil d'excitation. Préciser les propriétés de la fibre musculaire révélées par cette expérience, comme je viens de dire, après excitation, la fibre musculaire a rétréci de 6 cm. Donc là, on a deux propriétés, ou bien deux caractéristiques de la fibre musculaire, à savoir l'excitabilité et la contractibilité. Donc, les deux propriétés des muscles mises en jeu sont l'excitabilité et la contractibilité. Voilà. On passe à la 5e question. En cas de la substance toxique BTX, décrire la longueur de la fibre musculaire après chaque excitation. Donc, si vous vous rappelez de la courbe, après excitation, on voit une chute, c'est-à-dire la fibre musculaire, elle est excitée et après, elle a rétréci de 6 cm. Et elle est restée comme ça, c'est-à-dire elle ne va pas revenir à sa taille initiale. Donc là, en présence de cette substance qui a par la suite engendré cet aspect-là de la fibre musculaire. Donc, après excitation de la fibre musculaire introduite dans la substance BTX, elle reste contractée et ne revient pas à sa taille initiale. Donc là, il y a un problème, c'est-à-dire le problème, c'est lorsqu'on a ajouté cette substance-là. Déduire l'effet de la substance toxique sur la contraction de la fibre musculaire. Donc, batrachotoxine se lie de manière irréversible sur les canaux ioniques sodiques, c'est Na+, des cellules nerveuses et les empêche de se fermer. Donc, le neurone ne peut plus envoyer des signaux et cela va entraîner une paralysie. C'est pour cette raison que le muscle reste bloqué et contracté et ne revient pas à sa taille initiale. Et le problème, bien sûr, c'est la batrachotoxine. Et voilà pour cette série. Merci et à la prochaine.